Au sommaire de Chibero Telebista, l'investissement de Christine Etchegoyen dans le développement de certaines centrales hydroélectriques de Soule. La rubrique sportive du mois, le club de judo de Mauléon. Enfin, l'art de la calligraphie et de l'enluminure, dévoilé par Michel Laroche. Dans le cadre de ses fonctions de gérante de la société Énergie hydroélectrique de Soule et de présidente du syndicat France Hydroélectricité, Christine Etchegoyen, quatrième génération d'une famille productrice d'hydroélectricité, s'attache à maintenir et développer la production d'une énergie renouvelable locale et propre. Donc cette activité a démarré avec mon arrière-grand-père en 1887, quand il a loué le moulin de Mauléon pour continuer à faire de la farine, et qui, quelques années après, l'a acheté et s'est associé avec la famille Araneder pour installer une des toutes premières turbines hydroélectriques dans les Pyrénées. Donc la ville de Mauléon a été équipée d'électricité pour son éclairage public dès 1891-1892, ce qui est assez exceptionnel et qui, dont on peut être fier. C'est un outil de production qui permet de produire de l'énergie électrique renouvelable, qui ne pollue pas. Nous prenons une quantité d'eau, toute l'activité est quand même très réglementée. Nous dérivons une certaine quantité d'eau de la rivière qui va après transiter dans un canal d'amener et à travers des turbines hydroélectriques et restituée à la rivière à travers un canal de fuite. Nous sommes dans l'obligation de laisser une partie du débit pour le débit réservé, pour la circulation des poissons migrateurs, afin qu'ils puissent remonter la rivière ou redescendre et accéder à leur vie, le lieu de vie, de reproduction, de repos. Nous ne consommons pas d'eau, nous la restituons entièrement à la rivière, nous ne la polluons pas, nous ne la réchauffons pas. Alors, l'eau est d'abord filtrée, donc on a un plan de grille qui permet d'éviter que des troncs d'arbres passent à travers la turbine et qui risqueraient de l'endommager. Ce plan de grille sert aussi de barrière physique aux poissons migrateurs et donc nous aménageons un exutoire, un échappatoire pour les poissons afin qu'ils puissent retrouver la rivière. Donc l'eau va passer à travers ce plan de grille, ce filtre, et ensuite est acheminée jusqu'à la turbine. Donc cette énergie hydraulique est transformée en énergie mécanique grâce à la turbine et ensuite en énergie électrique grâce au générateur. Toute l'électricité produite est directement renvoyée sur le réseau local de distribution. La turbine de Libarinx a été installée en 1960 par mes oncles. Elle est de marque Dumont et elle est couplée à un multiplicateur Citroën qui a des engrenages très spécifiques en chevron, comme le logo de la marque Citroën. C'est assez caractéristique et c'est du matériel très rare parce qu'il ne se fabrique plus. Ce sont les crues, puisque l'eau on ne la maîtrise pas et quand elle passe on ne peut pas la contrôler. Donc au fil des années, des siècles, nous avons appris à la connaître, donc on prend des mesures de précaution. Les anciens étaient assez intelligents aussi pour construire des bâtiments à des endroits stables et fiables. La centrale hydroélectrique de Mauléon a la particularité d'être en centre-ville et donc dans un périmètre classé. Donc il y avait lieu de bien l'intégrer au niveau architectural. Donc d'ailleurs souvent les gens ne reconnaissent pas que c'est une centrale hydroélectrique. Donc ça a nécessité un aménagement très particulier. Et à l'intérieur de cette centrale, on a une génératrice très imposante qui fait 26 tonnes, puisque c'est une centrale qui exploite une chute de plus de 10 mètres qui permet d'avoir une puissance jusqu'à 1150 kW, ce qui est assez important pour une petite centrale hydroélectrique.
on bénéficie d'une chute puisque la prise d'eau de la centrale de Mauléon se situe à Garandin, plus exactement à Gintin pour ceux qui le connaissent, transite par un canal d'amenée de plus de 2 km à ciel ouvert dans la plaine de Garandin, puis au niveau du pont, ce qu'on appelle le pont du tram ou de la voie de déviation, passe dans des buses en béton de 2,50 m de diamètre en centre-ville puisqu'on avait quelques difficultés d'infiltration d'eau dans les propriétés riveraines et on a pour le coup aussi optimisé la chute et l'exploitation de la chute de la centrale de Mauléon. Du coup, au quotidien, ce qu'on réalise le matin, je vais commencer par contrôler toutes les installations, qu'il n'y ait pas eu de défaut pendant la nuit ou la journée précédente. Donc on va veiller à ce que la production soit en adéquation avec l'eau qu'on peut dériver dans le gave. À la suite de ça, on va faire des points assez réguliers avec toutes les personnes, soit les gardiens qui sont directement sur site ou avec les mécaniciens pour des problèmes qu'on peut rencontrer sur certaines installations. Donc on va organiser les maintenances, que ce soit des maintenances à court terme, donc des maintenances dans les jours qui vont suivre, des maintenances importantes, ou des maintenances à long terme qu'on va prévoir pour les étés suivants. En parallèle de ça, on peut avoir de nombreux liens également avec des prestataires extérieurs qui peuvent nous épauler autant sur la partie mécanique que électrique ou toute autre partie, des bureaux d'études dans le domaine de l'environnement ou tout autre type de bureau d'études. On est en lien constant avec de nombreuses entreprises extérieures. La société s'attache à ce qu'on garde ces liens avec des sociétés de proximité. La particularité d'une centrale hydroélectrique, c'est que c'est très riche, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue administratif. Il faut savoir que chaque centrale en fait, elle a ses particularités. Vous n'allez jamais retrouver vous n'avez pas une centrale type, chaque centrale a ses particularités. Et de ce fait, en fait, c'est quelque chose qui est assez complexe et c'est dans la complexité qu'on trouve cette richesse et le fait que ce soit intéressant de travailler là-dedans. On touche à de nombreux domaines, donc comme j'ai pu le dire précédemment, l'électricité, mécanique, hydraulique, mais aussi que ce soit l'environnement, la comptabilité pour la partie administrative. Je suis là depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé chez Thiers Sécurité, j'étais à la production. Et ensuite, je suis passé en aide aux mécaniciens. Donc, de fil en aiguille, j'ai repris le poste de mécanicien central. J'ai des programmes d'entretien qui sont préétablis. Et puis bon, après, il peut y avoir casse, donc là je fais des interventions, ça peut être n'importe quand. C'est du matériel quand même qui est très sollicité. Et donc c'est du jeu, des choses comme ça, des jeux qu'on prend tous les ans. Et on a un suivi sur tout ça. Et quand on dépasse des tolérances, du coup on fait du remplacement de roulement. Et, sur les centrales, tout est de suite très gros. Toute la logistique, la manutention, tout ça. Cet atelier, je fais de la fabrication. Des modifications qu'on apporte sur les machines. Pas mal de garde-corps. On simplifie tout ce qui est accès, les carters de protection, tout ça. On travaille beaucoup là-dessus. Le judo, une pratique, un art de vivre, un code moral. Bienvenue au dojo situé contre le complexe du Rallye Live de Mauléon. Je suis actuellement la présidente du club de judo de Mauléon. Donc j'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans dans les années 2000 et depuis j'ai jamais quitté ce club.
Donc le club il existe depuis 1970, il a été créé par François Artapignette. Donc François Artapignette, à l'époque, il organisait des stages d'été où est venu Jean-Luc Rouget, qui est actuellement le président de la Fédération française de judo et qui est le premier champion du monde de judo. Et donc il venait s'entraîner ici au club de Maulion. Actuellement, on est 110 licenciés au club de Maulion. Donc les cours partent de mini poussin jusqu'à benjamin et adultes. Donc dans les mini poussins, on compte une vingtaine de judokas. Dans les éveils judo également, et dans les adultes et taïso, on est une vingtaine aussi. Alors le taïso est une discipline associée du judo qui consiste à préparer son corps. Alors ce sont différents exercices qui sont proposés comme du cardio, du renforcement musculaire, mais aussi de la souplesse. Alors tous ces exercices sont pratiqués dans une bonne ambiance et souvent en binôme sur fond de musique. Le taïso se pratique donc sur le tatami en tenue de sport. Il est adapté à tous les âges, donc de 4 ans à 77 ans, pour les hommes comme pour les femmes. Le taïso n'est pas du tout un sport de combat, il n'y a pas de compétition, donc on vient pour se faire plaisir et pour également faire un petit peu de sport et se retrouver ensemble. Le judo il est pratiqué par beaucoup de jeunes, mais une des particularités du club des AEL Judo, c'est qu'il y a beaucoup de licenciés qui en fait sont surtout des pères et des gens qui ont recommencé le judo tardivement, plusieurs parents en fait qui venaient voir leurs enfants s'entraîner ont eu envie de monter sur le tatami et ont commencé soit au taïso soit au judo et puis finalement se sont pris au jeu et ont tenté de progresser dans le truc, aidés par le club et ont réussi pour certains ou pour la plupart même à passer la ceinture noire. Alors c'est soit des gens qui n'en avaient jamais fait et qui ont progressé en travaillant ardument, ou soit certains qui avaient arrêté jeunes le judo et qui ont eu la chance de voir leurs enfants commencer et qui ont repris et qui ont décidé d'essayer de progresser. Alors bon, après chacun y trouve son compte parce qu'on n'est pas obligé de faire de la compétition, donc on passe soit en compétition en faisant des combats de différents types, soit autrement en passant en technique comme c'est mon cas, donc c'est plus de travail technique, mais bon, il n'y a pas le choc ou l'intensité des combats, mais c'est beaucoup de travail quand même. Il y a les compétitions pour les jeunes, des mini-poussins, poussins benjamin qui se passent localement. C'est des compétitions qui se trouvent surtout à Pau, Mourin, Sanglette. Après, pour les catégories au-dessus benjamin, minimes, on arrive au niveau départ et ça monte région. Pour les minimes, les qualifiés peuvent monter en France. Chaque année, on a réussi à monter en France avec des jeunes. Donc j'espère que cette année aussi, on va y arriver. Et après, pour les cadets juniors, seniors, c'est les compétitions départementales. Après, ça passe en région. Et les qualifiés peuvent aller en France. Et pour les seniors, c'est pareil, c'est des compétitions pour essayer d'avoir des points pour ceinture noire ou de pouvoir évoluer au niveau de leur ceinture. Je suis venue ici comme maman. Voilà, moi j'avais mon fils qui voulait faire du judo, donc on l'a mis à faire du judo. Je faisais du judo avant, j'ai commencé à 7 ans, donc voilà, mais je n'étais pas ici. Et après je suis arrivée ici il y a plus de 20 ans. De faire montrer, de donner une passion aussi aux enfants, aux adultes, parce qu'on a aussi des adultes qui sont là, même s'ils ont commencé il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il y a une passion, après il y a de l'entraînement, faut savoir aussi qu'il y a des fois il y a des hauts, il y a des bas, donc voilà, donc il faut toujours aussi les accompagner et puis voilà. Je ne peux pas donner tous les trucs, mais voilà, il y a un petit feeling et ce petit feeling, je pense que l'enfant qui a ce petit feeling, on le détecte assez vite, petit, grand et moyen. Un qui s'en va sur France, même juste participer, y aller,
Et après, voilà, c'est le groupe, quoi. Ils sont là aussi, mais ceux qui sont derrière, qui combattent aussi ici avec eux, c'est ça aussi. Hein. C'est grâce aussi à eux qu'il a progressé aussi, quoi. L'entraînement du judo, c'est bien, car on s'entraîne mieux, on apprend, de petit à petit, on apprend les techniques. On apprend bien les techniques pour mieux faire au combat, faire les gestes un peu plus rapides. On fait aussi du jiu-jitsu. Je m'entraîne 2 fois par semaine, mardi de 18h30 à 20h et le jeudi de 18h45 à 20h. L'année dernière, en Benjamin, nous avons fait une entente avec Asparin et Sauvagnon en groupe et nous avons remporté la compétition contre les plus gros clubs du département. Guetalin, zintua marruhani jugutzak, eta egutzak lantzen zintua beltza ikeiteko. Zintua beltza ikeiteko behar diagu txapelketan puntu zunbaituken, eta behar diagu bai teknikak lantxe. Bai ikeiteko beltza behar diagu katak egin, eta kata hoik lantzen txagu bihnaka eta bedeatzi teknika behar diagu egin. Bedeatzi teknika hoik izigarri montxe egin behar txagu, zenta bestelan ez txagu ukenen katak. Donc moi j'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans. J'ai commencé par faire des entraînements, puis j'ai commencé à aimer la compétition. Et au fur et à mesure de m'entraîner, j'ai commencé à avoir des résultats. Et l'année dernière, j'ai été sélectionné dans l'équipe élite minime. J'ai fait des stages là-bas. Ensuite, on a été à Paris faire une compétition par équipe. Et j'ai aussi fait une compétition internationale à Saint-Cyprien. Le salut, c'est le cérémonial d'entrée dans le dojo, sur le tatami. C'est la base première du respect, donc du lieu où on pratique l'art martial qu'est le judo. Donc on rentre, on salue le tapis et ensuite on va saluer le créateur du judo qui est Jigoro Kano. Donc voilà. Ensuite le salut on le fait aussi face au sensei qui est le professeur. Donc c'est le respect aussi du professeur et ensuite on se salue nous entre pratiquants, combattants, avant et après le combat. Donc toujours dans cette notion de respect et puis à la fin aussi quand on quitte le tatami, on resalue le tatami. Nous nous rendons aujourd'hui à Garindin, chez Michel Laroche, autodidacte hors du commun, passionné et expert d'un art pictural médiéval, les enluminures et la calligraphie, écriture et peinture des livres médiévaux. Donc l'origine de ma passion, c'est le départ à la retraite. Et j'ai décidé à ce moment-là, pour occuper mon temps de loisir, de me consacrer à la calligraphie, mais à la calligraphie médiévale, c'est-à-dire la calligraphie écrite avec des plumes naturelles d'oiseaux, qui sont taillées en fonction des types d'écriture qu'on veut réaliser. Et je me suis rapidement donc rendu compte que la calligraphie était indissociable de la peinture. Les peintures, ce qu'on appelle l'enluminure, qui en fait sont des peintures sur les livres et des peintures qui sont là pour attirer le regard et inciter les gens à lire les textes qui sont calligraphiés.
Donc, pour pouvoir réaliser ces peintures, j'ai été dans l'obligation, en fait, en réalité, de retrouver les recettes de fabrication de ces couleurs et les matières également colorantes qui étaient utilisées à l'époque médiévale. Donc je me suis lancé dans des tas de recherches sur des manuscrits anciens. J'ai réussi à retrouver une certaine quantité de manuscrits décrivant ces recettes. Et à partir de là, j'ai pu recréer les recettes telles qu'elles étaient faites à cette époque-là. C'est donc à partir de ces recettes et de ces couleurs que je pratique l'enluminure, c'est-à-dire la peinture des livres moyenâgeux, médiévaux, voilà, et la calligraphie médiévale. Donc toutes ces couleurs des peintures médiévales sont réalisées à partir de produits naturels, à savoir des minéraux, des végétaux et quelques rares insectes. Voilà. Donc, alors, comme exemple, nous avons par exemple une couleur bleue qui est issue d'un minéral, d'une pierre qu'on appelle le lapis-lazuli. Au cours de mes recherches, autour d'une Bible qui s'appelle la Bible de Kennicott. Kennicott était un théologien anglais qui a été missionné, c'était au XVIIIe siècle, qui a été missionné par la couronne anglaise pour venir en Espagne, enfin sur toute la péninsule ibérique, faire un relevé des manuscrits hébreux de la péninsule ibérique. C'est donc à partir de ce manuscrit, qui m'a vivement intéressé, bien entendu, que j'ai pu écrire l'étude que j'ai faite sur ce manuscrit original. L'outil médiéval de la calligraphie, c'est la plume d'oiseau, la plume naturelle, c'est-à-dire des plumes qui sont extraites des ailes, en principe le plus souvent des ailes des oies. Sous les ailes, il y a ce qu'on appelle les rémiges, c'est-à-dire 4 ou 5 plumes les plus importantes, les plus rigides, que l'on détache des ailes. Et ensuite, on travaille ces plumes, on les fait macérer dans une quantité d'eau chaude avec de l'alun de roche dedans pour durcir la plume. Et ensuite, on la fait sécher. Et puis après, on passe donc au travail principal, à savoir à la taille de la plume. Alors cette taille sera fonction toujours du type d'écriture qu'on veut réaliser. À savoir que le bec de la plume aura soit pas d'inclinaison du tout, c'est-à-dire que le bec sera coupé perpendiculairement à la plume, soit le bec sera coupé avec un angle côté gauche, soit le bec sera coupé avec un angle côté droit. Donc il y a les 3 possibilités de façon à pouvoir exécuter soit des écritures, des calligraphies dites romanes, c'est-à-dire des écritures rondes, soit des écritures gothiques, c'est-à-dire des écritures angulaires. Il y a une bonne dizaine d'années, la commune de Garendert m'a demandé de réaliser un blason pour la commune. Pour réaliser ce blason, je me suis inspiré principalement de sculptures sur pierre qui se trouvent sur une pierre d'un porche d'entrée d'une maison de Garendert, ancienne maison noble. Et j'ai donc basé une partie du blason en reproduisant ces sculptures. Mais j'ai inclus dans ce blason, et donc autour des sculptures, un vitrail de cathédrale. En ce qui concerne la transmission, j'ai eu la chance de rencontrer une stagiaire, Michel Delaporte,
avec qui nous travaillons très régulièrement et très sérieusement depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, et qui s'est passionné pour cet art, qu'elle pratique maintenant d'une façon remarquable. Et j'espère qu'on pourra continuer longtemps encore à œuvrer ensemble. J'ai ouvert le journal départemental et il y avait un petit article sur Monsieur Laroche, et comme depuis très longtemps je voulais faire de la calligraphie, il a eu l'extrême gentillesse de me recevoir à son domicile. Et c'est comme ça que j'ai commencé depuis 1 an la calligraphie, pour laquelle je me suis passionnée. Mais il faut avouer que j'ai un maître hors pair, hein, il faut bien le dire, parce que c'est quelqu'un de bienveillant, de jamais qui ne vous juge, au contraire qui vous encourage à progresser. Et alors, intuitivement, il sait ce dont je suis capable à certains moments. Mais j'ai persévéré et je suis arrivée au résultat que vous allez pouvoir constater aujourd'hui, et je suis très contente. Mais ça, je peux le remercier parce que c'est tous ses encouragements et surtout tout ce qu'il m'a appris, parce qu'il a une érudition, cet homme extraordinaire.